Et salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si on ouvre ce truc, on va vraiment avoir de gros soucis. En Antarctique, il y a des scientifiques qui ont ouvert un trou vieux de plus de 34 millions d'années. Et ce qu'ils ont découvert dedans, ça fait flipper. Clairement. En fait, ils ont littéralement découvert un autre monde. En fait, ils ont découvert un autre écosystème sous la glace. Et ça avait absolument jamais été touché par l'être humain jusqu'aujourd'hui. Et il y a des chercheurs qui sont clairement en flip devant ce truc-là. D'abord, il y a des chercheurs qui sont contents de la nouvelle, etc., de la découverte, qui trouvent ça dingue qu'on ait découvert un endroit qui n'a pas été touché par l'homme depuis plus de 34 millions d'années. Mais de notre côté, il y a des chercheurs qui sont en flip total. Pourquoi? Parce que, bon, on sait pas ce qu'il y a en bas, en fait. On va trouver peut-être des maladies, des trucs dont on n'a pas les remèdes, des bactéries de malades, dont on n'a ni remède, ni moyen de les soigner, ni de les traiter, que notre corps il connaît pas, on sait pas comment ça va réagir avec nous. Le trou, mettez du scotch. Mettez du scotch dans le trou, mettez du scotch. Pas le transparent, le marron. Il est plus... Et en même temps, il y a une partie des chercheurs qui veulent voir ce qu'il y a dans ce trou-là, en fait, dans cette espèce de faille qu'ils ont creusée en Antarctique, qui veulent qu'on envoie là-dessous des gens avec des objets, etc., pour analyser ce qu'il y a là-bas. Vous pensez que c'est une bonne idée d'aller là-dessous ou pas? Moi, je pense qu'il faut mettre du scotch. En vrai, ça peut être très curieux parce qu'on peut trouver plein de choses. C'est vrai qu'il peut y avoir des bugs. Enfin, je me demande ce qu'il y a dedans quand même parce que ça fait quand même des millions d'années et ça me surprend qu'il y a aucun humain qui y est allé. Parce que l'humain, il est allé un peu partout en vrai sur Terre quand on regarde bien. Attendez, vous êtes en train de me dire que la Grande Muraille de Chine n'est pas seulement longue, mais carrément impossible. Tout le monde répète qu'elle fait 21 000 kilomètres. Mais personne ne réalise vraiment ce que ça représente. C'est 4 fois la largeur complète des États-Unis d'un océan à l'autre, puis encore 1600 kilomètres par-dessus. Et sa construction aurait commencé en 220 avant Jésus-Christ. Oui, oui, avant Jésus-Christ. Avant même l'existence de la plupart des empires. Mais c'est là que ça pose problème. Comment une civilisation antique aurait-elle pu bâtir quelque chose d'aussi gigantesque sans aucune machine moderne? On parle d'un chantier qui a duré plus de 1000 ans. Aucun empire ne consacre autant de temps à un seul sujet, à moins d'être terrifié par quelque chose. Et maintenant, la partie dont personne ne parle, le côté le plus escarpé, les rampants défensifs, sont tournés vers la Chine, pas vers l'extérieur. Ce mur n'a donc peut-être jamais été construit pour empêcher des gens d'entrer, mais plutôt d'empêcher quelque chose de sortir. Et certains chercheurs vont encore plus loin. Ils pensent que ce mur ne serait même pas chinois, mais un vestige de l'ancien empire tartare. Si c'est vrai, alors la vraie question c'est, qu'essaye-t-il de contenir? Et pourquoi tout le monde reste aussi silencieux là-dessus? C'est vrai que c'est quand même curieux les murailles de Chine parce que quand on regarde, même pour construire de nos jours, en vrai, ça deviendrait assez compliqué quand même. Et le truc, c'est que c'est vrai que c'est construit genre pour empêcher les gens de sortir, pas pour les empêcher de rentrer. Comme le contraire de ce qu'ils nous disent. Mais je me demande quand même ce qui aurait pu faire aussi peur à une civilisation antique pour qu'ils construisent ça quand même. Parce que pour qu'ils se donnent les moyens, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose. Mais c'était quoi du coup? La théorie folle que les paillettes seraient faites à base de nous. Tu t'es déjà demandé pourquoi les plus grandes entreprises de paillettes refusent toujours de nous dire la provenance de leurs matières premières. Il existe une théorie troublante. Une théorie qui dit que les paillettes viendraient de nous, êtres humains. Et tout part d'un détail bizarre. Personne ne sait vraiment ce qu'il y a dans les paillettes. Et les fiches techniques parlent de phosphate de calcium, charge perle, origine non divulguée, et dans le jargon industriel, ces mots peuvent désigner des minéraux, mais aussi des restes calcinés d'origine biologique. Officiellement, une paillette c'est une lamelle de plastique recouverte d'aluminium. Mais certaines variantes écologiques n'utilisent ni plastique ni aluminium. Elles contiennent une poudre blanche, mystérieuse, brillante, appelée hydroxyapatite. C'est un mot scientifique anodin, sauf que c'est le principal composant des os et des dents. C'est là que ça devient étrange, parce que plusieurs contrats industriels montrent des contrats entre des intermédiaires anonymes et des établissements de gestion de matières dites organiques ou funéraires. Aucune entreprise ne commente. Et aucune explication claire sur ce que deviennent ces matières blanches minéralisées. Le plus troublant encore, c'est la coïncidence des chiffres. Des hausses massives d'importation de phosphate perle, au moment même où les grandes marques lancent des nouvelles collections de paillettes dites ultra lumineuses, dites Organically sourced.
littéralement d'origine organique. Et puis là, il y a la question du secret. Les fabricants refusent de dire à qui ils vendent, ni même d'où vient la brillance. Et un responsable d'usine a même une fois déclaré dans une interview, si les gens savaient ce que c'était vraiment, ils ne voudraient plus en porter. Une phrase devenue virale, mais aucun journaliste n'a jamais obtenu le fin mot de l'histoire. Les défenseurs de la théorie pensent que certaines morgues, ainsi que certains centres funéraires, revendent des matières résiduelles, des fragments osseux réduits en poudre après crémation. Tout ça a des intermédiaires chimiques qui les changent en charge minérale nacrée. Cette poudre, mélangée à des liants et des pigments, donnerait un effet de lumière unique, impossible à reproduire autrement. Quand on sait que les phosphates de calcium humains ont une structure parfaitement adaptée pour réfléchir la lumière, la théorie paraît soudainement, disons, moins absurde. Évidemment, rien n'est prouvé. Aucune marque n'a admis utiliser officiellement ce genre de procédé. Mais ce silence, cette opacité totale, ces termes techniques identiques à ceux de la biologie humaine, tout ça laisse un arrière-goût de mystère. Du coup, si sans le savoir, à chaque fois qu'on éparpillait des paillettes dans l'air, on répandait un peu plus qu'un simple éclat de fête. C'est vrai que quand on se renseigne un petit peu, ils donnent pas les sources d'où ça vient, ils veulent pas dire à qui ils y vendent, etc. Et franchement, c'est qu'ils doivent quand même cacher quelque chose d'assez important. Après, les noms utilisés, c'est quand même assez curieux quand même que ça ressemble à la description des os dans les termes scientifiques ou de la médecine. C'est vrai que c'est quand même assez perturbant. Mais en vrai, si c'est vraiment des ossements humains et des choses comme ça, mais c'est n'importe quoi en vrai. Ça serait n'importe quoi. Cet homme affirme avoir vécu l'expérience la plus terrifiante de toute sa vie. Dans cette vidéo qu'il a partagée sur ses réseaux sociaux et qui est rapidement devenue virale, il raconte qu'il se trouvait à environ 1 heure de route de chez lui. Sa femme, elle, était restée à la maison en train de dormir. Mais soudain, alors qu'il s'arrête dans une station-service, une femme frappe avec insistance à la vitre de sa voiture et cette femme, c'est sa femme. Ou plutôt quelqu'un qui a exactement le même visage qu'elle. Surpris et complètement confus, il prend son téléphone et appelle immédiatement sa vraie femme. Ce qui est effrayant, c'est qu'elle a décroché et qu'elle est encore à la maison. Mais alors comment peut-elle être aussi juste là, devant lui, à quelques centimètres à l'extérieur de la voiture? Ce qu'il raconte ensuite glace le sang. Cette chose ne disait rien. Elle se contentait de le fixer et d'essayer d'entrer comme si elle voulait absolument monter avec lui. Pris de panique, il commence à filmer pour prouver qu'il n'est pas en train de perdre la tête. Sur la vidéo, on distingue clairement une femme identique à sa compagne, mais il sait que ce n'est pas elle. Plus tard, en voyant la vidéo, sa vraie femme est prise de panique à son tour. Elle n'arrive pas à comprendre ce qu'elle voit, ni comment une personne avec son visage a pu se trouver là au même moment. Alors, de quoi s'agissait-il? Un simple sosie? Une hallucination? Ou bien quelque chose de bien plus inquiétant? Il y a plusieurs théories qui disent que ça peut être un doppelganger ou même un skinwalker. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai que ça doit faire bader quand même. Si l'histoire elle est vraiment vraie et qu'il a vu entre guillemets sa femme là-bas, mais le mec il a dû bader, il a dû se dire mais c'est qui, comment ça se fait, pourquoi? Après souvent on entend parler de doppelganger, après je sais pas, ça peut être un clone, ça peut être plein de choses en vrai, mais là j'ai pas la réponse. Est-ce que vous saviez qu'il existait un volcan en Tanzanie dans lequel des centaines d'animaux sont piégés? Si c'est pas le cas, restez bien parce que j'ai pu aller à l'intérieur. À la base, je suis juste un mec chanceux qui allait en Tanzanie pour réaliser son rêve. Vu les 3 jours que j'avais déjà passés, on peut dire que mon objectif était plus qu'atteint. Malheureusement, en safari, tout se passe pas toujours comme prévu et la journée que j'allais passer en était la preuve. Ce jour-là, on s'était réveillé à 5h du matin dans le lodge incroyable de l'épisode précédent avant de se mettre en route pour aller dans le fameux cratère du Ngorongoro. Et l'histoire derrière ce cratère, elle est juste incroyable, donc faut absolument que je vous la raconte. Après 1h40 de route, on a enfin pu entamer la descente à l'intérieur quand d'un coup la radio s'est allumée. C'est par radio que les guides communiquent entre eux et on venait de nous prévenir qu'il y avait un animal rare qu'on n'avait pas encore vu pas très loin. Du coup, Subira a mis les gaz pour pas qu'on manque ça. On est passé à côté d'un lion, mais l'animal vers lequel on se dirigeait était tellement rare dans le parc qu'on a dû faire l'impasse dessus. Étant un grand fan de lion, ça m'a piqué de devoir en zapper un, mais bon, ça en valait la peine parce que 2 minutes après, on tombe sur la forteresse de la savane, le rhinocéros. On a observé sa beauté de loin pendant quelques minutes et après ça, on a essayé de faire demi-tour pour retrouver le lion. Problème, au final, il n'y avait pas un lion, mais 2. Et je dis bien problème parce que peut-être qu'en les voyant comme ça, vous les trouvez beaux et charismatiques, mais les gars, ils puaient tellement, et je vous jure, ça sentait dans tout le cratère. Ils avaient un tel niveau de saleté que même entre eux, ils voulaient plus se toucher, c'est sûr. Je pensais qu'il y en avait un qui avait une dreadlocks dans la crinière tellement il était sale, mais en fait, les 2 avaient la même chose. On les a observés le temps qu'on pouvait supporter leur odeur, et ensuite, on a continué notre recherche. La question qui me trottait dans la tête depuis que j'avais entendu parler de cet endroit, c'était pourquoi est-ce qu'il y a un cratère de 20 km de diamètre et environ 600 mètres de profondeur en plein milieu de la Tanzanie? Et la réponse était juste folle parce qu'en fait, il y a
2 à 3 millions d'années, ce cratère était un immense volcan. Il était probablement plus haut que le Kilimandjaro actuel, mais après une éruption monstrueuse, ce volcan s'est complètement vidé de sa lave et s'est effondré sous son propre poids. Résultat, une caldeira géante de 20 km devenue l'Eldorado des herbivores, et donc forcément aussi des carnivores qui sont piégés à l'intérieur. Après avoir fini d'observer l'incroyable faune sauvage du cratère qui nous a clairement régalé, on est parti. Et à ce moment-là, je pensais que le pic de la journée, c'était ce que je venais de vivre. Et bah apprenez-moi à la fermer parce que la journée était loin d'être terminée. Quand je suis arrivé au lodge, qui était d'ailleurs incroyable comme d'habitude, on va pas se le cacher, le gérant m'a proposé d'aller dans la forêt pour chasser le singe. Bon, je vous arrête tout de suite, quand je dis chasser, c'était pas les tuer, c'était juste essayer de les trouver parce que bon, pas déconner. En tout cas, sur le coup, j'étais grave chaud. Mais ça, c'était jusqu'à ce qu'on aille derrière le lodge et qu'on arrive face à une rivière. Là, le guide me dit que l'eau est plus haute que d'habitude, donc il me demande est-ce que je veux juste prendre des vidéos ici ou est-ce que je veux vraiment qu'on y aille. Vu le passif que j'ai déjà avec les singes, je vous avoue que j'ai un peu réfléchi. Mais bon, vous connaissez votre pote, j'ai regardé mes chaussures, j'ai regardé la rivière et je lui ai dit oui. J'avais même pas fini de dire oui que l'autre guide a couru pour aller me chercher des bottes et on est parti. Comme d'habitude les gars, je sais pas dans quel bourbier est-ce que je me suis foutu, parce que botte ou pas botte, vu le courant et le niveau de l'eau, ça changeait clairement rien. Mais bon, je voulais voir les singes. On a continué le trajet, les paysages étaient assez stylés. En plus de ça, on est tombé sur une mini cascade, mais la seule singerie que je voyais pour l'instant, c'était la piscine qu'il y avait dans mes bottes. Enfin bref, finalement pas de singe, donc la seule utilité de cette escapade, c'est que j'ai pu faire mes 10 000 pas. On est rentré, je me suis vidé et on a mangé, et demain on prend l'avion, mais c'est pas pour rentrer en France, donc restez connectés. Et vous avez le droit de vous abonner aussi, c'est pas interdit. En vrai, ça doit être tellement stylé, ça doit être impressionnant à voir quand même. Un cratère de 600 mètres de profondeur et de 20 km de diamètre. Enfin, c'est énorme en vrai. Et puis, je me demande comment les animaux sont pu attirer dedans s'il n'y a pas vraiment de passage normal. Et ouais, ça peut être stylé à voir en vrai quand même. Je comprends pas comment ça se fait que cette info ne soit pas connue par tout le monde. Les gars, il existe des oiseaux volcaniques. Les mégapodes, des oiseaux qui vivent littéralement sur des volcans actifs. Entre cendres brûlantes, gaz toxiques ou sol qui peut te cuire en quelques secondes, leur stratégie de reproduction est juste complètement dingue. Le couple cherche le spot parfait. À quelques mètres d'eux, la lave fait juste 1000 degrés, mais eux réussissent à trouver des zones avec la température parfaite. 33 degrés Celsius, pile la température d'incubation. Mais du coup, comment est-ce qu'ils font? Les mâles et les femelles possèdent des capteurs thermiques directement dans leur bouche qui leur permettent de détecter la température et même les variations de chaleur jusqu'à 0,5 degrés Celsius. La femelle creuse, pond son œuf en sachant que des fois elle l'enterre jusqu'à 1 mètre de profondeur et ensuite elle s'en va pour toujours. C'est le volcan qui va s'occuper de couver son œuf. 60 jours de chaleur géothermique constante. Mieux qu'un incubateur high-tech parce qu'en plus de ça, gratuit, fiable et mortel pour les prédateurs. L'oisillon, lui, n'est orphelin. Il casse sa coquille, creuse pour sortir du sol volcanique. Il est déjà couvert de plumes et capable de voler. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est, je pense, la seule espèce d'oiseau dont les oisillons sont capables de voler seulement quelques heures après leur naissance. Il n'a jamais vu ses parents et ne les verra jamais. Dès son premier jour de vie, il doit échapper au gaz toxique, trouver de la nourriture et éviter les zones mortelles. Tout ça avec absolument zéro apprentissage des parents, c'est de l'instinct pur. Ce qui est fou, c'est que pendant que l'œuf est enterré, si la température varie d'à peine 2 degrés, l'œuf meurt. Trop chaud, omelette, trop froid, le développement s'arrête. La marge d'erreur est quasi nulle. Certains mégapodes en Indonésie utilisent les plages volcaniques de sable noir. Celui-ci absorbe la chaleur du soleil le jour et le relâche la nuit. D'autres espèces utilisent la fermentation. Ils font des tas de feuilles mortes de 4 mètres de haut, ce qui est énorme. La décomposition de ces feuilles génère 33 degrés Celsius constamment. Et ce qui est fou, c'est que le mâle va tester la température tous les jours avec sa bouche. Si le nid est trop chaud, il va enlever des feuilles. Si le nid est trop froid, il va en rajouter. L'oisillon du mégapode est l'oiseau le plus indépendant de tout le règne animal. Certains scientifiques pensent que c'est l'évolution ultime parce que pas besoin de couver et pas de risque de prédation pendant l'incubation. L'oiseau pond, se casse, efficacité maximale. Ces oiseaux ont littéralement transformé l'enfer volcanique en maternité automatisée. Et vous avez le droit de vous abonner aussi, c'est pas interdit. C'est impressionnant, ça fait penser au sphinx en fait. On dirait vraiment les sphinx. Après, franchement, je me doutais pas du tout qu'il y avait des espèces d'oiseaux qui faisaient ça quand même. Je trouve ça assez stylé et assez fort de leur part. Néanmoins, c'est sûr qu'ils vont pas se faire bouffer dès la naissance quand même. Ça, c'est assez stylé. Vous ne devinerez jamais ce que cette radio nous montre. Jamais. En 2009, cet homme, Artyom Sidorkin, un russe de 29 ans à l'époque, a été reçu à l'hôpital avec 2 symptômes. Il avait de vives douleurs dans le thorax et il crachait du sang. Et ça, c'est pas bon en général. Et quand il a passé sa radio, voilà ce qui est sorti. Les médecins ont d'abord pensé à une tumeur au poumon, normal quoi. Mais on va voir justement qu'ils se sont bien trompés. Voilà, une tumeur au poumon, ça ressemble à peu près à ça pour se faire une idée. Donc s'il y a une tumeur, il faut essayer de l'enlever. Donc il passe sur la table d'opération et là,
surprise. En ouvrant son poumon, il s'avère que c'était pas une tumeur qui se trouvait là, mais un petit arbre de 5 cm. Un début de conifère qui a commencé à pousser dans son corps. Et si ça semble être une blague, c'est pourtant scientifiquement juste. Et oui, c'est bien possible que ça arrive. Quelques cas médicaux documentés existent où une graine inhalée s'est coincée dans les voies respiratoires et a commencé à germiner. Et tout ça grâce à l'humidité, la chaleur et l'environnement fermé du poumon. Ça s'appelle une germination accidentelle. Mais ça ne deviendra jamais un arbre dans ton corps. Cette plante meurt très rapidement à cause d'un manque total de lumière, d'oxygène et de ton système immunitaire qui va l'attaquer, évidemment. Au final, le patient russe s'en est sorti totalement indemne. Pas de tumeur, pas de séquelles, rien. Et ça fait plaisir. Mais ça, par contre, ça fait vraiment bader. Vous imaginez, vous avez une plante qui pousse dans votre corps, comme ça, normal. En vrai, moi, je crois que ça me ferait coller quand même de manger des graines après ça. Et si j'ouvre la portière et me jette sur l'autoroute? T'as déjà eu ce genre de pensée bizarre? En fait, ça s'appelle la phobie d'impulsion. C'est un type de toc où ton cerveau te balance des idées flippantes et violentes que tu ne veux absolument pas. Et ça peut être des trucs légers comme et si je me levais et que je hurlais là maintenant, à des trucs beaucoup plus sombres comme et si je poussais ce gars dans le métro, ou même si je plantais quelqu'un avec ce couteau. Et ce genre de pensée, c'est vraiment flippant. Alors déjà, c'est important de comprendre ça. Ces pensées, ce sont pas des envies, heureusement. D'ailleurs, généralement, ce genre de pensée, elle te dégoûte toi-même. Donc si t'en as peur, je te rassure, tu ne le feras jamais. Et le problème, c'est pas que t'es dangereux, c'est l'angoisse que ça te provoque. En gros, c'est ton cerveau qui bug. Il confond penser à un truc et vouloir le faire. Sauf que du coup, tu commences à paniquer et avoir même peur de toi-même. Mais je te rassure, les experts eux-mêmes le disent, le risque de passer à l'acte, il est quasi de zéro, parce qu'en réalité, ce genre de pensée, c'est l'opposé de qui tu es vraiment. Et tiens-toi bien, parce qu'en vrai, c'est 9 personnes sur 10 qui ont ce genre de pensée bizarre et violente de temps en temps. Donc c'est totalement normal. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si t'en as déjà eu. Donc non, tu n'es pas fou ni dangereux, c'est juste ton cerveau qui veut te protéger au max. En vrai, ça m'intéresserait vraiment de savoir si ça vous est déjà arrivé. Je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous, en vrai, ils l'ont déjà vu, mais ils osaient pas en parler. La Chine a créé le câble qui remplace l'HDMI, l'USB, l'Ethernet et même l'alimentation. Ils l'ont appelé le GPMI et ça pourrait tout changer. Je t'explique tout. Le GPMI, donc General Purpose Media Interface, est le nouveau standard conçu par un groupe d'entreprises chinoises. L'objectif est de fusionner tous les câbles en un seul connecteur capable de tout faire passer. Vidéo, audio, réseau, alimentation, un seul câble, aucune confusion. Et techniquement, c'est impressionnant. Jusqu'à 192 gigabits seconde de débit, jusqu'à 480 watts d'alimentation. Pour comparer, l'USB-C aujourd'hui plafonne à 240 watts et une compatibilité de résolution annoncée jusqu'à 8K à 120 Hz. Autrement dit, le HDMI commence à faire vieux à côté. Et derrière la technique, il y a une stratégie. La Chine voudrait imposer son standard et se détacher du HDMI, un format dominé par les USA et le Japon. En clair, c'est autant une avancée technologique que politique. Une façon de dire, on peut définir nos propres règles nous aussi. Alors est-ce qu'on va le voir débarquer en Europe ? Pas tout de suite. L'Union européenne vient tout juste d'imposer l'USB-C comme connecteur standard obligatoire pour la charge. Si le GPMI remplace tous les autres ports, donc la charge inclus, il restera probablement confiné à l'écosystème chinois. Du moins pour l'instant. En vrai, ça serait quand même pratique un câble comme ça. On aurait un câble pour tout faire. Franchement, pour les appareils, ça serait mieux. Ça serait beaucoup moins casse-tête et on sait. De toute façon, tout passe par l'électricité ou la lumière, donc c'est faisable, quoi. Cet homme jette des poissons rouges dans les égouts. Mais savais-tu qu'au Japon, de vrais poissons colorés nagent dans la canalisation? Il y a 30 ans, dans la ville japonaise de Shimabara, après l'éruption du volcan et le tsunami qui a suivi, de nombreuses sources d'eau douce et pure sont apparues. Ces sources alimentent des canaux ouverts qui recueillent et évacuent l'eau de pluie pour éviter les inondations dans les rues. Les autorités ont décidé d'y relâcher des carpe-quoi décoratives afin que les canaux ne se couvrent pas d'algues et restent propres. L'eau y est tellement claire que les poissons peuvent y vivre et même se reproduire. Les habitants appellent cet endroit la ville des carpes nageuses. L'eau est si transparente qu'on voit chaque mouvement des poissons et la ville a même créé un parcours touristique. Chaque année, des milliers de visiteurs viennent admirer ce véritable chef-d'œuvre vivant. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires. C'est quand même impressionnant qu'ils mettent des poissons dans les égouts. En vrai, qui ferait ça en vrai, mis à part eux, je suis sûr qu'ici, il y a presque personne qui a avancé. Pourtant, ça peut faire joli, et puis c'est vrai que ça n'est beau en soi. Enfin, c'est pas vraiment les égouts, c'est là où ce que l'eau passe, mais bon, voilà.
Comment ça, ils ont retrouvé l'Atlantide? Vous savez, l'endroit qui avait disparu des surfaces de la Terre, qui a été enveloppé par l'océan? Sachez que les scientifiques viennent de le retrouver. L'endroit s'appellerait Zélandia, et ça a disparu il y a des milliers d'années. Apparemment, c'est collé à la Nouvelle-Zélande. Zélandia, Nouvelle-Zélande, Dites-vous que l'endroit, il est limite plus grand que la France. Il fait officiellement partie du 8e continent de la Terre. En fait, 2025, c'est là pour nous choquer. Là, en 2025, on a débloqué une nouvelle map. Jusqu'à ça nous a sorti une carte du Nouveau Monde. Mais dans Hunter x Hunter, dans One Piece, je sais pas. Sauf que là, c'est la réalité. Et commencez pas à me dire IA, ça a vraiment été prouvé. Les scientifiques ont vraiment trouvé ce continent disparu. La chose qui a été cherchée pendant des milliers d'années. Vraiment, les gens, ils disaient qu'il y avait des théories du complot, c'était pas réel, que ça n'a jamais existé. Là, on prouve concrètement que c'est réel. Dites-vous que sur ce continent, il y avait des infrastructures humaines. Il y avait des statues, il y avait limite des villes. En fait, on se rend pas compte de la dinguerie là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette terre se retrouve sous l'océan comme ça? Est-ce qu'on a un remake du Seigneur des Anneaux avec Numénor? Bon, c'est parti, je veux entendre toutes vos théories du complot sur ce continent. Après, je sais pas si ça a été vraiment trouvé ou pas, mais là, si ça a été trouvé, quand même, ce serait une assez grande découverte, parce que normalement, c'est quand même censé être une civilisation qui était vachement avancée sur notre temps, enfin sur leur temps, c'était quand même quelque chose en vrai. Donc si ça a vraiment été trouvé, je, je sais pas, je sais pas. J'ai essayé les taxis sans conducteur en Chine et c'est une dinguerie. Alors comment vous dire que j'ai eu peur, que j'ai été choquée, mais que tout s'est bien passé et je suis encore en vie. Faut savoir que ce genre de taxi, il y en a que dans certains endroits en Chine. Une fois arrivé, il faut mettre un code, s'attacher et c'est parti pour voir personne conduire. Dites-vous qu'on avait pris un trajet de minimum 20 minutes avec ce taxi. Le taxi est archi bien équipé, on peut voir tout ce qu'il y a autour. Dites-vous qu'il est même passé au rouge pour tourner à droite parce qu'en Chine, tu peux faire ça. Pendant tout le long, tu pouvais regarder où est-ce que t'en étais, comment il avançait. Franchement, il savait gérer les clignotants, il savait gérer les gens qui conduisaient autour, qui étaient dangereux. Parce que oui, en Chine, les mobylettes ne respectent pas tout. Dites-vous qu'à un moment, il a même pris un sens inverse. Là, je vous avoue que j'ai commencé à avoir peur pour ma vie, mais après, ça allait mieux. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez mettre la musique, s'il vous plaît? Excusez-moi, monsieur? Monsieur? Excusez-moi. Excusez-moi. Regardez s'il vous plaît les détails, regardez comment on voit tout. Jusqu'à même on pouvait voir les personnes qui étaient à côté, le nombre de gens, les motos, je suis choquée. La voiture ressemble à ça et en haut c'est le capteur qui permet de voir tout ce qu'il y a autour. En vrai, ouais, c'est assez impressionnant, mais moi j'aurais pas assez confiance de laisser une voiture conduire à ma place. En vrai, j'ai pas la confiance de ça. Je trouve que c'est pas forcément le plus utile. Après, peut-être vous ça vous plaira, mais bon, voilà. Mais bon, sur ce, la vidéo est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.